Allô? Bonjour. Alors, nous sommes prêts à débuter. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous. Mon nom est Marie-Josée Demers et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de la série Midi Snack présenté par le RTCBQ. Le RTCBQ, c'est le regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec, une organisation provinciale qui unit les forces de ses 17 membres à travers le Québec pour le développement d'un secteur bioalimentaire prospère et durable. Cette série de webinaires Midi Snack vise à outiller les acteurs du monde entrepreneurial bioalimentaire dans leur accès au marché institutionnel québécois. Alors, des petits rappels techniques avant de débuter avec nos invités. D'abord, notez que les webinaires de la série Midi Snack sont enregistrés pour en faire bénéficier un maximum de personnes. Ils sont disponibles sur notre site Internet rtcbq.com dans la section webinaire de l'onglet commercialisation pour une écoute en rediffusion. Et pour vos questions, nous vous demandons d'utiliser la section Q&A. Les questions choisies seront répondues à la fin du webinaire. Alors, sans plus attendre, je vous présente nos invités qui nous entretiendront sur le sujet d'aujourd'hui, soit les pratiques d'affaires éco-responsables passées à l'action avec l'activateur. À venir, un témoignage d'entreprise avec Mme Mélissa Gauvreau, directrice de la microbrasserie Le Saint-Fus. Mais d'abord, je cède la parole à M. Nicolas Gagnon du Centre québécois en développement durable, le CQDD. Alors, à vous, M. Gagnon. Merci Marie-Josée, merci au RTCBQ pour cette invitation. Très heureux de venir vous parler de notre dernier bébé, notre solution numérique activateur, qui est un outil pour aider les entreprises à passer à l'action. Donc, on peut aller à la diapo suivante. Je prends un instant d'abord pour vous situer la présentation, là, les grandes lignes, introduction générale qui est faite, on est en cours. Vous présentez quelques signaux du marché, bien que vous avez déjà eu de l'information en ce sens-là le 9 avril dernier, là, avec la présentation d'Anne-Marie Saulnier sur les signaux qui venaient davantage du marché institutionnel. Mais je vais quand même en glisser un mot. La solution numérique, vous présentez en détail, il va y avoir le témoignage de la microbrasserie et par la suite, on va vous présenter une offre pour l'accompagnement des producteurs transformateurs dans l'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables. Donc, grosso modo, ça ressemble à ça. On peut aller à la diapo suivante. Donc, je prends un instant pour vous présenter d'abord mon organisation, le Centre québécois de développement durable, qui est un OBNL autonome qui, depuis plus de 30 ans, accompagne les organisations dans l'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables, dans les démarches de développement durable, différentes stratégies en économie circulaire. On travaille avec un réseau de plus de 100 partenaires, principalement des regroupements sectoriels ou des organismes de développement économique. Et on a eu l'occasion d'accompagner plus de 700 organisations. Une de nos stratégies, en fait, notre principale stratégie d'intervention, c'est de développer des projets structurants comme financement durable, où on soutient des organisations, des organismes, des bailleurs de fonds dans l'intégration de critères ESG et durabilité dans le processus d'octroi de financement des entreprises. L'activateur en est devenu un par la force des choses, même si à la base, c'est un outil de gestion qui était offert aux entreprises. On peut aller à la diapo suivante. Signaux du marché, développement durable comme levier de positionnement des entreprises, on entend parler de plus en plus, que ce soit au niveau des grands donneurs d'ordre, des grands acheteurs, autant privés que publics, des bailleurs de fonds. Des consommateurs et même de la main-d'œuvre. Puis vous avez l'exemple ici du projet que je vous parlais tout à l'heure, Financement durable, où on est en processus d'accompagnement de 20 bailleurs de fonds au Québec qui cumulent une aide financière annuelle de 60 millions par année et qui font partie de ces 20 organismes de développement économique sur les quelques 109 organismes de développement économique locaux au Québec qui soutiennent les entreprises dans le démarrage ou leur projet de croissance et qui sont dans une démarche de révision de leur processus d'octroi de financement pour intégrer les critères ESG ou encore de moduler leur aide financière, que ce soit avec une bonification d'une subvention ou encore une révision à la baisse du taux d'intérêt
pour les prêts, pour encourager et stimuler l'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables auprès des entreprises qu'ils desservent. Donc, c'est un exemple concret de processus qui sont en train de se mettre en place et qui fait en sorte que le développement durable devient un avantage concurrentiel ou un levier de positionnement stratégique. C'est un exemple concret avec des organismes de développement économique locaux, mais on voit le même phénomène avec des organisations comme Investissement Québec ou encore Evol, par exemple. Donc, c'est une tendance lourde. Depuis une dizaine d'années, on parle beaucoup des initiatives des organismes, les grands acheteurs, comme les marchés publics, mais cette tendance-là rejoint de manière à vitesse grand V les bailleurs de fonds. Donc, je pense que c'est important d'être au fait de ça. Je pourrais vous présenter plusieurs statistiques sur ce qui se passe au niveau des consommateurs ou même encore au niveau de la main-d'œuvre, mais ce n'est pas l'objet de cette présentation-là. Mais sachez que c'est une tendance lourde et que le développement durable, les pratiques d'affaires éco-responsables sont de plus en plus identifiées comme un levier de positionnement stratégique. On peut aller à la suivante. Donc, développement durable en entreprise, pratiques d'affaires éco-responsables, ça devient un petit peu mêlant de se retrouver dans ces différentes considérations-là ou stratégies d'intervention, qu'on parle de pratiques en économie circulaire, de démarches ESG pour les facteurs environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, ou encore la démarche stratégique de développement durable. L'idée aujourd'hui, c'est pas donner un cours sur ces notions-là, mais d'être conscient que, d'une part, on associe à ces différentes pratiques-là d'abord des pratiques environnementales. On peut aller à la diapositive suivante, que comme entreprise en transformation alimentaire ou entreprise agricole, vous avez déjà entendu parler que ce soit des enjeux comme la gestion des matières résiduelles ou de manière générale, les stratégies de circularité qui sont associées, la gestion des gaz à effet de serre et de l'énergie, l'eau, les pratiques d'approvisionnement local et responsable, l'offre de produits plus éco-responsables, la gestion des pesticides, la gestion des sols. Ce sont quelques exemples, mais les pratiques d'affaires éco-responsables ne sont pas associées seulement à ces considérations-là environnementales, mais également à des considérations sociales. On peut avancer la présentation avec l'animation, s'il vous plaît. Des considérations sociales comme l'équité, la diversité, l'inclusion, ou encore des considérations d'ordre de gouvernance, de bonne gouvernance, l'intégration de considérations de développement durable dans la définition de la mission, vision et des valeurs de l'organisation, par exemple. Encore des considérations économiques, comme les pratiques d'approvisionnement responsable des entreprises, leur contribution à la vitalité économique du territoire, ou encore des considérations environnementales comme la gestion des gaz à effet de serre, par exemple, ou d'autres types de polluants comme les pesticides. Donc, vous voyez, les enjeux de durabilité sont très larges, couvrent les enjeux environnementaux, mais c'est plus large et inclut également des considérations sociales, environnementales et économiques, et qu'on retrouve en fait dans les formulaires des bailleurs de fonds. Ou encore des grands acheteurs. Comment ça peut se traduire? Ça peut se traduire par des bonnes pratiques de gouvernance comme l'engagement d'une entreprise en développement durable. Là, je vous présente quelques exemples d'une entreprise avec laquelle on a étroitement travaillé, Nutrinor, la coopérative agricole. Donc, ou encore toutes les bonnes pratiques de participation et relations de travail, que ce soit la consultation des employés pour l'exercice de planification stratégique. La diapo suivante, s'il vous plaît. Encore dans les pratiques d'approvisionnement responsable ou encore les pratiques d'investissement où on intègre via différents outils des considérations environnementales, sociales, économiques et de bonne gouvernance dans certains outils à l'interne. Des pratiques également de développement des compétences, que ce soit de la sensibilisation à l'interne ou de la formation, comme Nutrinor fait avec leur programme des leaders pour les cadres. On peut aller à la diapo suivante. Des pratiques de santé et sécurité, même de mieux-être au travail, comme favoriser des pratiques d'activité physique sur l'heure du midi ou d'autres pratiques qui encouragent de saines habitudes de vie. Donc, ça fait partie aussi des pratiques de développement durable. La contribution à la vitalité économique du territoire avec une stratégie de dons et commandites, par exemple, ou encore bien évidemment, tous les efforts de réduction de l'empreinte environnementale des produits et des services, comme le cas d'un produit biologique ou encore d'un produit qui est dans un emballage plus éco-responsable, par exemple. Et enfin, les pratiques de bonne gouvernance associées à la transparence. Qu'est-ce que l'entreprise fait concrètement pour améliorer, réduire son empreinte environnementale ou encore contribuer à la santé ou
prendre soin des employés ou sa contribution au développement économique du territoire. Donc, quelques exemples ici de comment ça peut se traduire. Donc, je pense que de plus en plus, les entreprises, les grands, les acteurs sur le marché sont convaincus, mais il y a des freins qui font en sorte que les entreprises ne passent pas à l'action. C'est des freins qu'on retrouve pour plusieurs pratiques associées à plusieurs pratiques innovantes au sein d'une entreprise, que ce soit le manque de temps des gestionnaires ou encore le manque d'argent, le manque de financement ou encore le manque d'expertise à l'interne. Donc, c'est un constat que les entreprises souvent veulent passer à l'action, mais ils ne savent pas trop par où commencer. Puis ça, c'est une solution qu'on a voulu résoudre en démocratisant l'expertise en développement durable au Québec via le développement de notre solution numérique, l'activateur. En fait, c'est une application sur laquelle on travaille depuis plusieurs années et qui permet à une entreprise de faire une auto-évaluation, une planification de ses pratiques et une communication de ses réalisations en développement durable. On peut aller à la diapo suivante. Donc, notre proposition de valeur avec l'activateur, c'est simple, en fait, c'est d'abord de simplifier l'exercice de réalisation d'une auto-évaluation en développement durable. On peut défiler, s'il vous plaît, la diapo. Ensuite, de permettre la réalisation d'un plan d'action de développement durable et enfin, de communiquer les réalisations, les bonnes pratiques de développement durable. Donc, on peut continuer sur les partenaires. C'est pas de souci. Donc, c'est un outil qui a été élaboré par le CQDD, mais en partenariat avec le gouvernement du Québec, Développement économique Canada pour les régions du Québec et Rio Tinto, qui sont partenaires depuis maintenant près de 9 ans pour le développement de cet outil-là. On peut aller à la diapo suivante. Donc, pour une image vaut 1000 mots, donc peut-être vous présenter en 2 minutes et demie à quoi ça peut ressembler l'activateur, notre application, avec notre plus jeune conseillère en développement durable au CQDD, qui rencontre 3 entrepreneuses des producteurs transformatrices qui expérimentent l'activateur. Donc, Karina, je te laisse présenter la capsule, s'il te plaît. Je m'appelle Simone, puis la santé de notre planète, c'est important pour moi. Ça a l'air que c'est important aussi pour un grand nombre d'entreprises agroalimentaires. J'ai donc décidé de leur faire découvrir l'Activateur, une super application Internet conçue pour les aider à améliorer leurs pratiques d'affaires éco-responsables. Suivez-moi à leur rencontre. Salut! Allô, Simone! Comment vas-tu? Bien, toi? La première étape pour utiliser l'activateur, c'est de créer son profil. Aussi simple que ça. Nom d'entreprise. Pépinière Boucher. Là, c'est quoi? Oui. À l'orée des champs. Welcome. On passe à l'autodiagnostic, le moment de voir ce que votre entreprise fait déjà en développement durable et de découvrir plein de pistes d'action auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Consultez les employés ou leurs représentants lors de la prise de décision importante. Est-ce que c'est déjà réalisé en piste d'action? Adopter une politique d'approvisionnement responsable. Oui, on met ça en place. Privilégier des produits locaux et régionaux. Oh que oui. L'activateur, ça nous donne des outils pour dire, OK, on a adressé la question, on l'a regardé, maintenant on a un plan, puis on le met en place. Un plan de développement durable, c'est rendu essentiel pour faire des affaires. Bonne nouvelle, l'activateur permet de faire le vôtre. Ici, tu peux choisir les enjeux sur lesquels tu veux travailler. Parfait. Donc, choix des objectifs et pistes d'action. On pourrait mettre, pour commencer, là, des compteurs d'eau. Ça va nous permettre de mieux voir comment d'eau on consomme. Bonne idée. Donc, Virginie, tu es en charge au mois d'août. Fantastique. En tant que gestionnaire d'entreprise, l'activateur va m'aider à suivre nos projets, à vraiment savoir on est rendu où, qu'est-ce qu'il y a à faire, puis à mieux gérer justement tous les aspects, pouvoir déléguer, avoir des échéanciers, avoir des outils aussi de communication. Donc, c'est vraiment une plus-value. Quand on fait quelque chose de bien, c'est le fun de le partager. Mais la fonction communication de l'activateur, c'est ça qu'elle permet. Faire connaître vos réalisations en développement durable. Ça, c'est génial parce que c'est super important pour moi. Puis là, je vais pouvoir le faire directement avec l'activateur. Oui. Wow! Quand tu sais ce que les autres font, des fois, ça t'inspire pour en faire plus aussi. Ce qui m'a incité à essayer l'activateur, c'est la facilité. Tout ce qu'on doit faire et qu'on aurait dû produire par écrit, ça se fait tout seul avec l'activateur. C'est merveilleux.
Je suis vraiment contente d'avoir rencontré Sophie, Myriam et Jessica pour leur faire découvrir l'activateur. Je suis certaine que ça va les aider à continuer d'améliorer leurs pratiques d'affaires éco-responsables. Je vais revenir voir où elles sont rendues dans quelques années, quand je vais venir leur porter mon CV. Donc, désolé, la vidéo était saccadée, là, la résolution peut être vraiment meilleure habituellement. Donc, puis petite anecdote en passant, Sophie Limoges de Pépinière Boucher a bien mis en place un compteur d'eau au sein de son entreprise et ça lui a coûté 250 $. Donc, ça peut paraître gros quand notre petite conseillère lui pose la question, mais c'était très simple pour eux. Donc, si on peut remettre la présentation, s'il vous plaît. Là, on voit les modes commentaires. Peut-être juste d'inverser l'apparition, s'il vous plaît. Donc, si je résume, l'activateur, c'est très simple. Donc, une interface qui permet 3 fonctionnalités essentiellement, l'auto-évaluation, la possibilité de faire un plan d'action, également de faire un suivi et la communication des réalisations de l'entreprise. On est très conscient des contraintes de temps des gestionnaires d'entreprise, notamment dans le secteur agroalimentaire, et c'est pour ça qu'on avait comme souci de faire un outil qui était facile d'utilisation, avec des données qui sont confidentielles, à part les données que l'entreprise souhaite communiquer à l'externe et à certains de ses partenaires. Donc, quelque chose qui était rapide, facile d'utilisation et confidentiel, adapté également à la réalité des différents secteurs d'activité. Puis ça, c'est une des grandes plus-values de l'activateur, c'est qu'il a été travaillé au niveau du contenu pour faire en sorte qu'il soit les propositions d'action qui sont faites, qui s'affichent, sont adaptées à différents secteurs d'activité. Je vais vous en parler dans quelques instants, mais également en fonction d'enjeux et même de pistes d'action qui ont été adaptées à différentes caractéristiques de l'entreprise. Ça fait plus de 8 ans qu'on travaille sur cet outil-là. On a investi plus de 400 000 $ pour le développement de l'interface de la programmation, si on veut seulement. Ça, c'est sans compter les projets de cohorte qu'on a fait derrière avec, pendant 2 ans, on a accompagné une dizaine d'entreprises des entreprises agricoles. 2 fois, on a fait des projets de cohorte avec des entreprises de transformation alimentaire. Donc, il y a une expérience terrain qui a alimenté notamment ces 2 volets-là, et on en a fait plus de 14. Donc, et il y a un coût d'utilisation qui est de 300 $ par année, sauf pour les entreprises qui sont liées à un partenaire de l'activateur. Donc, on signe des ententes avec des partenaires sectoriels ou des partenaires territoriaux qui permettent, qui rendent accessible l'activateur à un certain nombre d'entreprises de leur territoire ou de leur secteur d'activité. Notamment à la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple. Donc, qui sont partenaires d'un projet structurant qu'on déploie au niveau régional, PME Durable 02. On est rendu à plus de 40 partenaires de déploiement. Donc, si vous voyez certaines SADC ou autres organismes qui touchent votre territoire, vous pourriez avoir accès gratuitement à l'activateur. Donc, on peut aller à la diapo suivante. Pour que vous sachiez un peu de quoi on est parti au niveau du contenu, on est parti de la norme québécoise BNQ 21000, la norme québécoise de développement durable en entreprise qui décline le développement durable en 21 enjeux multisectoriels, et on a fait éclater ça par enjeux incontournables liés à différents secteurs d'activité en se référant à la norme SASB, qui est une norme internationale là, qui définit des enjeux incontournables par secteur d'activité. On s'est également basé sur les différents outils qui étaient disponibles pour l'identification des meilleures pratiques, sur les projets de cohorte sectoriels et multisectoriels que je vous parlais tout à l'heure, l'expérience terrain de nos praticiens à l'interne. Également, on s'est assuré de mener des processus de révision des pistes d'action, des libellés d'action qui sont proposés avec des partenaires sectoriels qui connaissent bien la réalité de leur entreprise, et avec également des focus group avec des entreprises de différents secteurs. Donc, on s'est assuré de faire atterrir ça au niveau très près de la réalité des entreprises.
Les secteurs d'activité pour lesquels l'activateur a été développé, donc on ne touche pas tous les secteurs d'activité, mais présentement pour le secteur agricole, qui se décline en fait pour le secteur de la production animale, la production végétale, pour le secteur de la transformation alimentaire, également pour le secteur manufacturier, le secteur touristique, le secteur des services. Et une entreprise par exemple, un économusée qui reçoit des visiteurs, qui fait de la transformation, qui fait de la production, peut choisir plusieurs secteurs d'activité. Et on est présentement en développement. On travaille avec le Barreau du Québec pour les cabinets d'avocats, avec la Corporation des thanatologues du Québec pour les salons funéraires. On avance pour décliner cet outil-là de manière plus concrète pour un ensemble de secteurs d'activité et même par sous-secteur d'activité. Donc, on peut poursuivre. Au niveau de la structure de l'activateur, c'est très simple. En fait, on s'est basé sur les enjeux incontournables pour un secteur d'activité. Ça s'est décliné en objectifs et après ça, en pistes d'action concrètes pour l'entreprise. Donc, quand on démarre, la première chose à faire, comme vous entendiez tout à l'heure, c'est de créer son compte. On est amené à choisir son secteur d'activité. Par la suite, on est amené à choisir certaines caractéristiques de l'entreprise, comme le fait d'héberger des employés, d'être propriétaire du bâtiment, d'avoir certains équipements, d'avoir une flotte de véhicules. Tout ça, ça va jouer sur certaines mesures, notamment au niveau de l'efficacité énergétique. Donc, ça permet de partir des quelques 1000 libellés d'actions qui sont proposés pour l'ensemble des secteurs et de venir sur quelque chose qui est beaucoup plus pertinent pour l'entreprise et lui permet de sauver du temps par rapport à d'autres pistes d'action qui ne seraient pas nécessairement pertinentes pour lui. Donc, vous avez un exemple ici d'enjeux incontournables pour le secteur agricole où on voit certains enjeux qui sont propres à la norme BNQ 21000 et d'autres enjeux qui sont propres au secteur agricole comme la gestion des pesticides, la gestion des sols ou encore la salubrité et la sécurité alimentaire. Donc, à partir de là, l'entreprise l'obligation doit passer à travers ces différents enjeux-là pour faire son auto-évaluation. Et si elle le souhaite, elle peut creuser davantage par la suite pour des enjeux supplémentaires qui n'ont pas été retenus pour, comment je pourrais dire, réduire le temps d'auto-évaluation par l'entreprise. On peut aller à la diapo suivante. Donc, vous voyez, c'est très simple comme fonctionnement. C'est qu'on se retrouve avec des enjeux qui se déclinent en objectifs. Et par la suite, on a des propositions d'action que l'entreprise va avoir. Si on peut revenir à la diapo précédente, s'il vous plaît. L'entreprise va avoir à identifier si c'est une piste d'action qui est déjà réalisée, ce qui va venir alimenter le module communication. Si c'est une piste d'action qui est pertinente, ce qui va venir alimenter le module plan d'action. Et si c'est non applicable parce que pour différentes raisons qui nous auraient échappé avec les critères, les filtres qu'on a mis, l'entreprise peut cliquer également sur cette option-là. Donc, très rapidement, on fait cet exercice-là qui est très terre à terre et qui ne permet pas d'arriver à un pourcentage que l'entreprise a 80% en gestion des gaz à effet de serre ou peu importe, une notation comme ça par enjeu, mais plus sur un résultat qui permet d'identifier ce que l'entreprise fait déjà et qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour aller plus loin. Donc, si on va à la diapo suivante, vous voyez une synthèse en fait de l'exercice où on a très simplement les actions par enjeu, le nombre d'actions qui sont réalisées et le nombre de pistes d'action pour aller plus loin. Et qui, après ça, se décline. Si on va à la... Oui, on peut décliner. On a, dans le fond, comme résultat, qui peut être téléchargé en version PDF et bientôt en version Excel, la liste des actions que l'entreprise fait déjà et les pistes d'action qu'elle a identifiées comme potentiellement pertinentes. Donc, tout ça peut être téléchargé et nous amène par la suite vers une interface pour générer un plan d'action, produire un plan d'action de développement durable. Donc, de manière très simple, l'entreprise va poursuivre, mais à partir des actions qui ont été identifiées comme étant pertinentes, dans un premier tri, si vous voulez. Donc, on peut aller à la diapo suivante. Donc, pour chacune des actions, l'entreprise peut soit sélectionner la piste d'action, la sélectionner et la modifier, ou encore ajouter d'autres actions ou d'autres même objectifs qui n'auraient pas été ciblés. Parce qu'on s'entend, là, il y a beaucoup de matériel qui est proposé, mais l'idée, c'est d'asseoir le plan d'action le plus près de la réalité de l'entreprise. Donc,
L'outil permet de proposer toute une gamme d'actions qui sont pertinentes, qui sont déjà formulées, mais qui peuvent être et offre une flexibilité pour revoir les libellés pour que ça soit vraiment près de la réalité de l'entreprise. Donc, on peut poursuivre avec, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Là, une fois qu'une piste d'action a été proposée, on peut en ajouter des nouvelles. Donc, on peut poursuivre. On peut faire la planification plus détaillée de chacune des actions avec l'échéancier, la personne responsable, les cibles et le coût même, si possible. On peut poursuivre et même faire un suivi de la mise en œuvre. Nous, honnêtement, on n'avait pas beaucoup d'attentes par rapport à cette interface-là parce qu'on considère que souvent les entreprises ont déjà certains outils, mais on se rend compte en fait que certaines entreprises font le suivi avec cette interface-là, c'est-à-dire de faire le suivi des actions qui sont déjà réalisées, qu'est-ce qui n'a pas débuté et ce qui est en cours. Donc, on peut poursuivre. L'entreprise peut à chaque année ou en fonction de certaines divisions produire plusieurs plans d'action. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait, qui peut être modifié en tout temps. Donc, il y a toute une flexibilité par rapport à ça, encore une fois. On peut poursuivre. Et donc, ça nous amène au troisième module qui permet de communiquer les réalisations que l'entreprise fait. Donc, là, cette fois-ci, l'entreprise va piger sur ce qu'elle a identifié comme étant déjà réalisé. Et on peut poursuivre, elle peut sélectionner les actions. Dans le cas des entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a une vitrine régionale qui a été créée, en fait, qui est en cours on vient de la partir, donc la vitrine PME Durable 02, donc où les entreprises peuvent être affichées. Mais sinon, ils peuvent générer un hyperlien qui peut être ajouté à leur site web pour créer une page communication de leurs actions associées à leur page web. Donc, à partir de là, l'entreprise va identifier les actions qu'elle souhaite communiquer, puis encore une fois, elle peut les modifier pour les adapter le plus possible à la réalité de l'entreprise et les soumettre pour une demande de communication. Nous, ça commence le volet communication, donc on a du travail à faire pour monter le niveau d'exigence pour éviter toute forme d'éco-blanchiment, ou du moins le réduire. Vers quoi on s'oriente à ce niveau-là, c'est de procéder un petit peu comme le fait Recyc Québec au niveau de l'attestation ici on recycle en demandant des preuves de certaines actions. Donc, on ne va pas nécessairement demander des preuves de toutes les actions qui sont réalisées, mais demander certaines preuves de manière aléatoire pour s'assurer de réduire les risques d'éco-blanchiment. Et l'idée, en même temps, c'était d'offrir un canal qui, contrairement à certains outils qui existent, comme Metrio, qui sont vraiment un outil vraiment génial, mais qui coûte entre 12 à 60 000 $ par année pour de la communication sur de la performance en lien avec les indicateurs mesurables de développement durable. Là, on est plus sur une approche qualitative qui permet de communiquer des bonnes pratiques réalisées par l'entreprise à un coût qui est beaucoup moindre. On peut poursuivre. Donc, on a l'exemple ici d'une boulangerie. Je ne sais pas si c'est possible de cliquer sur la page pour avoir accès à la page web de l'entreprise. Et ça va vous donner un exemple concret à quoi ça peut ressembler. C'est sûr que ça aussi, on va investir dans les prochains mois pour permettre l'arrimage de cette page-là avec les couleurs de l'entreprise, de pouvoir mettre des photos en arrière-fond, de pouvoir mettre le logo de l'entreprise. Donc, si on va sur cette page-là, on peut voir que l'entreprise, si par exemple on clique sur nos engagements pour cette boulangerie-là artisanale, on voit en gros leur vision, leurs valeurs, leur engagement en développement durable. Si on descend ou on clique sur une icône sur le côté, ça permet de voir qu'est-ce que l'entreprise fait, notamment en termes d'impact sur le développement local, en envoyant ses invendus à Moisson, Alma, par exemple, ou encore en termes de gestion de gaz à effet de serre, tout ce qui est fait pour réduire la distance de leurs fournisseurs, notamment en développant une filière céréales-pain au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, s'alimenter au niveau de producteurs de blé biologique à moins de 70 km de la boulangerie, ou encore en termes de gestion des matières premières résiduelles. Donc, il y a différentes initiatives qui ont été faites, puis ça permet de structurer cette communication-là, parce que pour les experts en développement durable, ça se fait comme un peu, c'est simple à faire, mais pour une entreprise, de savoir qu'est-ce qui fait partie du développement durable, qu'est-ce qu'on fait déjà. Donc, ça facilite cette communication-là avec l'activateur. Donc, on peut retourner à la présentation, s'il vous plaît. Je
crois que ça faisait pas mal le tour de la présentation. Ben voilà. Merci beaucoup, M. Gagnon. Une présentation bien complète, mais il serait tout à fait normal d'avoir des questions. Alors, je vous rappelle que si vous en avez pour notre invité, vous pouvez communiquer le tout via l'onglet Q&A qui se trouve au-dessus de votre écran. En attendant, nous poursuivons avec un témoignage. Je pense que les témoignages sont toujours une façon très parlante d'être dans le vif du sujet et voir concrètement comment ça se vit. Aujourd'hui, c'est Mélissa Gauvreau, qui est directrice, en fait, de la microbrasserie Le Saint-Fus, qui est avec nous. Alors, Mélissa, je vous cède la parole pour le témoignage de l'activateur. Bonjour. Bonjour. Oui, donc Mélissa Gauvreau de la microbrasserie Le Saint-Fus. Donc, on est une microbrasserie installée à Saint-Fulgence depuis 2018. Notre principale mission, là, c'est de créer de l'emploi, des emplois durables et sains dans notre milieu rural, puis on le fait par la fabrication puis la distribution de bière. On est une coopérative, donc chacun des membres participe de manière équitable à la gestion de la microbrasserie. On a une gamme de bières qui est variée, souvent des styles de bières classiques avec une petite touche originale qui provient généralement de la forêt boréale. Notre bière forte, c'est la forestière, c'est celle qui est en verte avec un hibou, un grand-duc. C'est une blonde aux épices boréales qui contient du thé du Labrador, du mélèze, du poivre des dunes puis des épinette noire. On peut continuer. Juste ajouter, dans le fond, on a aussi une terrasse en été avec vue sur le fjord à Saint-Fulgence, puis on essaie de s'impliquer généralement dans notre communauté. Dans le fond, là, je vais présenter différentes actions qu'on a mis en place à la microbrasserie, des actions qui étaient déjà en place avant de faire l'activateur, puis d'autres qu'on a rajoutées par la suite. Donc, la gestion des extrants là, de la production, fait que la drèche, dans le fond, la gestion des extrants, finalement, de nos déchets, qui sont pour nous des déchets, mais qui peuvent être une ressource pour d'autres entreprises, c'est vraiment un pilier dans le développement durable. Notre objectif, dans le fond, c'est de trouver une utilisation à cette matière première-là qui pourrait être utilisable pour quelqu'un d'autre. La drèche, dans le fond, là, c'est le restant de céréales, principalement de l'orge. Nous, dans le processus de transformation, on va en extraire majoritairement du sucre et quelques autres éléments. Mais dans la céréale humide, il va rester encore beaucoup de fibres et beaucoup de protéines. Puis ça, c'est bon pour l'alimentation animale. Dans notre cas, c'est envoyé chez un producteur de porc. Ça peut aussi servir de compost. Ça peut aussi nourrir les bovins. Nous, on produit là, entre 100 et 200 kg de matière sec par semaine. C'est un peu plus lourd là, une fois que ça a été mélangé avec de l'eau. Puis, le défi, mais en fond, c'est toujours de trouver un éleveur qui est à proximité puis de s'entendre avec lui sur l'horaire de ramassage, parce que la drèche, elle peut moisir très rapidement. En fait, on a un grain humide dans un bac. Puis, un peu comme les éléments que je vais présenter là, dans la prochaine diapo, c'est souvent ça le défi, je trouve, dans la matière là, par rapport au développement durable. Fait qu'ici, on a différents emballages. Donc, l'objectif, c'est la même chose que la drèche. En fond, c'est de trouver une utilisation pour cette matière-là une fois qu'on n'en a plus besoin. C'est naturellement plus facile plus qu'on achète en vrac parce que trouver des réutilisations là, pour des contenants à usage unique, c'est plus compliqué. Il y a les fameux, là, à droite, là, il y a les fameux sacs de malt. C'est vraiment un véritable enjeu dans l'industrie. Là. C'est plusieurs millions de sacs par année qui sont jetés dans l'industrie des microbrasseries. Ils sont fabriqués avec 2 sortes de plastique qui sont théoriquement recyclables, mais dans la pratique ne le sont pas nulle part. C'est des sacs qui sont extrêmement solides et vraiment résistants. L'idée idéale, ce serait de trouver soit une matière qui est réellement recyclée dans le processus de recyclage et qui peut être revalorisée, ou de trouver une option de transformation qui soit utile. Projet d'entreprise potentiellement. Les nôtres, pour l'instant, sont réutilisés dans une pépinière, fait qu'ils servent de sacs de terre, des résidus de nettoyage, des branches du bois, puis ils sont également utilisés là, lors de corvées de nettoyage par la municipalité.
Ensuite de ça, il y a... Ah non, vous pouvez rester, c'est encore les... Oui, c'est ça. On a dans le milieu là, des petites boîtes. C'est des boîtes qui sont un peu des glacières. C'est un nouveau fournisseur de levure avec lequel on fait affaire au Québec. Puis on s'est retrouvé avec ces boîtes-là. Donc, ça a comme une seule utilisation. C'est une boîte vraiment solide qui est comme une bonne glacière quand même, dans laquelle la levure elle est envoyée froide. Puis nous, après, on n'a rien à faire avec ça. Puis grâce à la plateforme d'économie circulaire du CQDD, ben, on a trouvé une utilisation à ces boîtes-là. Puis c'est un traiteur à l'Orée des Champs qui les prend maintenant. Puis ces boîtes-là, dans le fond, c'était un bon addon, mais c'est sur le chemin d'une des membres de notre équipe. Fait qu'on n'aurait pas de place pour les entreposer. Mais elle peut partir avec dans la semaine qui suit, mettons, la réception des levures. Mais elle peut partir avec puis les livrer à l'Orée des Champs. Puis enfin, mais il y a nos canettes. Fait que les canettes qui sont servies sur place, on a décidé de les offrir, dans le fond, les canettes vides à la Maison des Jeunes de Saint-Fulgence, comme une vingtaine de sacs là, de canettes par été. Puis ça sert à financer leurs différentes activités. Passer à la diapo suivante. Donc, il y a la mutualisation des ressources humaines. Je pense que c'est souvent un côté un peu moins connu là, de l'économie circulaire ou du développement durable. Dans notre cas, on a un projet de mutualisation inter-coop avec d'autres microbrasseries coopératives. Puis le projet il a vu le jour à la table des microbrasseries coop, qui est une espèce de table de concertation chapeautée par le réseau coop. Le projet, dans le fond, ça comprend des espaces tablettes et des espaces frigo à l'image des microbrasseries coopératives. Principalement, l'embauche, dans le fond, d'une ressource partagée pour faire de la représentation auprès des détaillants dans un certain secteur, mais aussi de faire de la représentation auprès de l'économie sociale, dans le fond, de tous les acteurs d'économie sociale, des regroupements, des organismes comme le CQDD ou la Caisse d'économie sociale ou Desjardins, pour qu'eux pensent à acheter de la bière coop quand ils font des événements. Puis, il y a aussi quelques autres projets collaboratifs. Ça a comme décalé. Mais pour les ressources partagées, dans le fond, là, il y a quelques autres projets ponctuels là, comme le brassage de bière collaboratif. Ça nous permet de réseauter ensemble. Puis le défi, dans le fond, là, à travers le partage de ressources mutualisées, c'est de garder des objectifs mutuels puis d'être capable de participer financièrement de manière équitable aux différents projets. L'exemple d'un des défis qu'on a, c'est qu'autour de la table, il y a des microbrasseries qui ne font pas de distribution. Fait que là, bien, le projet qu'on a mis en place dans les dernières années de mutualisation d'une ressource pour la distribution, c'était moins pertinent pour eux. Mais dans le fond, c'est en restant ouvert, puis en continuant de discuter, puis potentiellement qu'il y a un projet qui va nous venir pour que ça inclue aussi les microbrasseries qui ont davantage un groupe. Ouais. Ensuite, bien, il y a l'achat local, là, qui est vraiment un classique, là, je pense, dans le développement durable. Au Saint-Fus, on est rendu à 85% d'achats québécois. Puis, dans les ingrédients spéciaux de nos bières, là, on est pas mal à 98% d'ingrédients qui proviennent de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais on vise un 90% à l'échelle du Québec là, pour l'ensemble de nos produits. C'est notre objectif. L'idée, ben, c'est vraiment de participer à l'économie régionale. Je pense que c'est un peu ce qu'on demande à nos propres clients. Il faut faire ce que nous, on leur demande. Réduire les impacts là, du transport. Puis, j'aime ça aussi raconter cette histoire-là. C'est beaucoup de profiter de l'expertise de nos fournisseurs, ce qu'on n'a pas, par exemple, si on achète à l'étranger. Il y a Herboréal, dans le fond, là, Mélanie, qui est l'accueilleuse, là, puis la propriétaire de l'entreprise Herboréal. Et c'est avec elle qu'on a créé la Forestière, puis la Fleur du Nord, puis certains autres produits. Initialement, avant de créer la brasserie, ben, on a vraiment partagé son savoir à elle sur c'est quoi les meilleures saveurs de plantes qui se marient bien ensemble, c'est quoi la meilleure façon de les infuser. On a fait différents tests. On a discuté avec elle des procédés là, de récolte, d'entreposage, comment bien garder les différents produits, parce qu'on utilise une panoplie d'herbes, de fleurs puis de plantes qui proviennent de la forêt boréale. Et aujourd'hui, après plusieurs années, on a même ajusté nos périodes de commande puis de planification de la production pour que ça fitte avec elle, sa planification, puis les moments de récolte puis de cueillette. Fait que c'est vraiment c'est un beau partenariat, puis c'est quelque chose qu'on n'aurait pas si on ferait juste
commander quelque part, potentiellement au Québec ou même ailleurs, juste commander en ligne des herbes ou des produits. Il y a vraiment un échange qui est significatif entre nos deux entreprises. Puis la diapo suivante. C'est plus nos bénéfices là, par rapport à l'activateur. Dans le fond, c'est une bonne manière de faire l'inventaire des actions, oui, qui sont à faire, mais qui sont aussi déjà en cours dans l'entreprise. Puis, j'avais trouvé ça vraiment intéressant, le fait qu'il y ait des pistes d'action qui soient proposées par type de secteur. Je trouve aussi que c'est facile à utiliser puis c'est facile à modifier. Et je pense qu'on le voyait dans la présentation, mais tout le travail de rédaction est complètement... Il n'y a plus grand-chose à rédiger. L'outil le fait pour nous, à moins qu'il y ait des éléments qu'on veuille spécifiquement modifier. Nous, ce qu'on a fait dans le fond, c'est qu'avec ma collègue, on a fait le tour de l'outil, de l'autodiagnostic, puis des principales pistes d'action, puis on s'est fait grouper toute l'équipe ensemble pour voir, autour du premier jet, là, ajuster les pistes d'action, les moyens, les cibles, puis les responsables, pour s'assurer que toute l'équipe soit en accord avec ce plan-là. Puis, une fois par année, dans le fond, nous, on l'utilise, le mode de suivi, fait qu'une fois par année environ, on refait le tour des différentes actions, on voit si c'est réalisé. On peut réattribuer l'action à une autre personne si jamais c'est nécessaire, ou on peut modifier la cible ou l'objectif si jamais il y a quelque chose qui prend plus de temps, par exemple. Puis le coût, c'est vraiment pertinent aussi. Dans le fond, je pensais que c'était pour les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais visiblement, c'est selon les différents partenaires sur le territoire. Mais dans le fond, pour nous, c'était gratuit. Puis on avait aussi bénéficié là, à travers une cohorte là, de l'accompagnement du CQDD là, qui avait été... pertinent là, pour faire le tout. Voilà. Merci beaucoup, Mélissa. Merci, vraiment intéressant. Monsieur Gagnon, il y a Sabrina qui nous demande, en fait, c'est quoi le meilleur chemin à prendre si aujourd'hui on est intéressé à entreprendre une démarche avec l'activateur? On passe par où? On fait quoi pour commencer? Oui, bonne question. C'est qu'en fait, peut-être d'aller voir sur le site du CQDD, il y a la section activateur et vous voyez les partenaires qui sont là. Si vous retrouvez un partenaire de votre territoire ou de votre secteur, vous pouvez communiquer avec cette entreprise-là ou nous écrire à activateur@commercialcqdd.qc.ca et on va vous mettre en contact pour un accès gratuit. Sinon, l'activateur, puis on peut peut-être aller à la dernière diapo pour que vous puissiez voir une autre possibilité. Sinon, bien évidemment, si vos partenaires ne sont pas là, vous pouvez avoir accès à l'activateur en payant 300 $ par année. Sinon, une troisième option, c'est que avec le regroupement, on veut mettre en place un programme d'accompagnement pour les producteurs transformateurs du Québec dans l'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables pour mieux répondre aux attentes du marché. Et dans ce sens-là, ce parcours-là va comprendre une formation, un accompagnement pour l'auto-évaluation de vos pratiques, un accompagnement pour la conception. Tout ça peut être fait de manière autonome par le gestionnaire, mais il y a une plus-value d'être accompagné par quelqu'un qui a une formation puis une expertise dans l'accompagnement des entreprises en développement durable. C'est accompagné avec une banque d'heures de 10 heures pour le soutien de la mise en œuvre de certaines actions identifiées comme prioritaires. Et tout ça est conditionnel à un engagement des entreprises participantes, là, de déléguer une personne notamment, de mettre en place un groupe de travail, déléguant quelques personnes, participer aux 5 rencontres de travail qui sont prévues dans le parcours. Et évidemment, de s'engager à mettre en place certaines pratiques d'affaires éco-responsables qui vont avoir été ciblées dans le cadre du plan d'action. Donc, s'il y a de l'intérêt, il y a une démarche pour collecter des manifestations d'intérêt qui va être mise de l'avant dans les prochaines semaines. Mais s'il y a déjà de l'intérêt de votre côté, je vous invite à communiquer avec Mme Boulay pour manifester votre intérêt. Ça ressemble à ça. Et c'est vrai sans doute aussi pour les entreprises qui souhaitent devenir partenaires. Vous en avez une belle liste, mais s'il y en a à l'écoute qui souhaitent s'ajouter, c'est possible aussi.
Tout à fait. C'est au niveau des partenaires sectoriels ou territoriaux. Donc, on signe, je vous dirais, à ce temps-ci, à chaque semaine, on signe une entente avec un nouveau partenaire parce que les organismes de développement économique au Québec, je fais une parenthèse, mais il y en a 50% au Québec des 109 organismes de développement économique qui veulent commencer à offrir des services d'accompagnement de développement durable et plus de 70% qui veulent soutenir les entreprises dans l'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables. C'est un sondage qu'on a fait auprès d'eux là, à la fin de l'année 2023. Donc, on voit que c'est une tendance lourde. Il y a une demande, il y a nécessairement un besoin, mais il faut que ce soit facile. Nos entreprises ont souvent peu de temps, alors il faut que ce soit le plus simple possible. Tout à fait. On imagine bien. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, vous avez encore quelques secondes pour nous écrire dans la petite section Q&R, questions-réponses. J'en profite pour vous remercier de votre participation, nos invités Mélissa Gogo, M. Gagnon, et les gens qui étaient présents aussi dans ce webinaire et qui nous écouteront peut-être en différé. L'enregistrement sera effectivement disponible dès aujourd'hui sur le site du RTCBQ, au rtcbq.com, et afin de nous aider à demeurer pertinents avec le contenu proposé dans cette série de webinaires, nous vous remercions à l'avance de compléter le formulaire d'évaluation qui vous sera acheminé par la suite. On va prendre une pause pour la période estivale. Nous vous reviendrons avec une belle programmation dès le mois de septembre. Nous vous invitons à aimer notre page Facebook, à vous abonner à l'infolettre du RTCBQ pour ne rien manquer. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et un super bel été. On se retrouve au mois de septembre prochain. Vous êtes une très bonne animatrice, Marie-Josée, soit dit en passant. Merci beaucoup, c'est gentil. Malgré la gestion du stress de dernière minute. Ah, bien, il y avait Karina qui était là aussi pour pallier. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Mélissa, pour votre participation. Ce fut fort instructif. Et Mélissa, tu as su démontrer avec rigueur les bienfaits de l'activateur. Ben, merci. Merci Mélissa. Très Merci à plaisir. vous deux. Bonne, À vous trois, j'aimerais dire. Merci. On se tient au bonne courant pour la journée à suite. tous. Au plaisir. Au revoir. Bye. Bonne journée.